Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être vous proposer de réfléchir à une nouvelle dimension, à de nouvelles questions autour du débat sur la ou les vaccinations. C'est une dimension qui me semble importante, un argument massu aussi pour douter du bien fondé de ces pratiques. Dans un monde où on se soucie toujours de plus en plus de l'éthique dans la fabrication des produits commercialisés, cette dimension éthique du processus de fabrication des vaccins mériterait beaucoup plus largement qu'on s'y penche. Et la longue histoire de l'expérimentation sur les êtres humains sont pour moi une raison suffisante pour mettre en doute la pertinence de ces pratiques. Alors, un ouvrage a été écrit sur le sujet par un certain Grégoire Chamaillou, Les corps vils. Cet ouvrage, je vais le présenter aujourd'hui par un texte écrit par un docteur en philosophie, Ariel Souhami, qui a été publié dans la revue La vie des idées. Donc c'est le texte de Ariel Souhami sur le livre de Grégoire Chamaillou que je vais maintenant vous lire et essayer d'illustrer. À tout de suite, on est parti. Une histoire morale des cobayes humains, science expérimentale et crime organisé, par Ariel Souhami, dans la revue La vie des idées 2008. Le progrès des sciences est-il nécessairement moral? En retraçant l'histoire des expérimentations sur les êtres humains, Grégoire Chamaillou veut démontrer que la science moderne, derrière sa posture de neutralité, participe aux mécanismes de domination et d'exploitation des individus dont l'existence est jugée insignifiante. Il s'agit donc d'une présentation de l'ouvrage de Grégoire Chamaillou, Les corps vils, expérimentés sur les êtres humains au XVIIIe et XIXe siècle, la collection Les empêcheurs de penser en rond, aux éditions La Découverte, un ouvrage de 423 pages. Le 26 novembre dernier, une étude menée par une équipe de l'Organisation mondiale de la santé affirmait sur le site de la revue The Lancet qu'un dépistage volontaire et universel du VIH, suivi d'une mise sous traitement immédiate, pourrait faire chuter la transmission du virus du sida à moins d'un cas pour 1000 personnes par an en 2016. Je cite le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida dans le journal Le Monde. Appliquer ce modèle mathématique supposerait de maîtriser plusieurs paramètres, dont la capacité de dépistage, sachant que sur les 38 millions de séropositifs dans le monde, 30 millions ignorent leur statut et l'acceptation d'être traités moins pour soi que pour un bénéfice collectif. La même semaine, on apprenait le sacrifice, le dépeçage et la mise en vente en vue de pratiques magiques d'enfants albinos au Burundi. Rien n'est plus opposé, dira-t-on, que cette noble ambition humanitaire à échelle mondiale et cette barbarie apparemment venue du fond des âges. Le livre de Grégoire Chamaillou, Les corps vils, vient brouiller la frontière trop commode entre une science œuvrant, avec son consentement éclairé, au bien de l'humanité tout entière et la superstition raciste et criminelle. Il donne à penser que la science moderne a été et continue sans doute d'être fonction d'une rationalité abominable impliquant le sacrifice de vie décrété comme indigne et exploitable à volonté. L'histoire cachée du progrès scientifique. C'est l'histoire d'une recrudescence ou d'une récidive, au double sens médical et judiciaire de ces deux termes, celle de l'expérimentation médicale
sur les corps vils, entre guillemets, ainsi nommait-on les personnes de peu d'importance, selon l'expression de Furetière, sur lesquelles les médecins s'autorisaient à procéder à des expériences hasardeuses. Le livre de Grégoire Chamaillou étudie les diverses techniques d'acquisition de ces corps, morts ou vifs, par la médecine au XVIIIe et XIXe siècle. Pendant longtemps, on le savait, la littérature depuis Stevenson et le cinéma en avaient fait leur miel, la science médicale fut liée au crime, qui alimentait ces dissections encore déterrées de nuit dans les cimetières. On savait sans doute moins que le pouvoir judiciaire aussi fournissait la médecine en cadavres encore plus frais, ceux des condamnés à mort. Les noces du savant et du bourreau, dit crûment Chamaillou. Et aussi du savant et du souverain, qui lui déléguait son droit de grâce. Ainsi proposait-on au condamné de se soumettre à quelque expérience dangereuse qui lui vaudrait la liberté en cas de réussite. Croira-t-on cette époque révolue, avec les progrès de la médecine expérimentale à partir du XIXe siècle? Tout au contraire, nous apprend Grégoire Chamaillou. Tandis que les médecins de l'époque révolutionnaire furent nombreux à contester la peine de mort, ceux du siècle du progrès font silence, repliés dans la neutralité scientifique, mais profitant de cette institution pour organiser des expérimentations sur les condamnés à mort, sur des prostituées, sur des pauvres, sur des colonisés, tous autant de corps vils, entre guillemets. Claude Bernard supervisait le dernier repas des condamnés afin de compléter ses expériences sur la glycogénie du foie. Pasteur demandait à l'empereur du Brésil de pouvoir disposer de ces condamnés à mort pour expérimenter son vaccin contre la rage. Koch, enfin, administrait de l'arsenic à des populations indigènes internées dans des camps pour comprendre la maladie du sommeil. Plus la médecine progresse, passant de l'expérience traditionnelle, qui procède par analogie et ne dégage que des effets, à l'expérimentation moderne qui porte sur les causes mêmes. Plus elle a besoin de cobayes vivants. Plus elle progresse, plus elle a besoin de cobayes vivants. Lorsque l'expérimentation devient pathologique, c'est-à-dire lorsqu'on étudie l'étiologie des maladies, il faut inoculer cette maladie à des corps sains. Par exemple, des enfants à qui on inocule la syphilis. Cette sombre et occultée phase de l'histoire de la science culmine avec l'invention du placebo, dont la mise en œuvre exige qu'on laisse une partie de la population malade sans traitement et dans l'illusion du traitement. Le divorce entre la recherche scientifique et la vocation curative de la médecine est alors pleinement consommé au moment où se met en place une médecine de masse. Donc on va vers la recherche plutôt que vers le soin. Cette histoire ne se clôt pas avec les nouvelles procédures qui, au début du XXe siècle, après divers scandales et procès, en appellent enfin au contrat et au consentement. On pense au code de Nuremberg. Que vaut un consentement qui n'est pas totalement éclairé, et comment pourrait-il l'être quand il s'agit d'explorer des risques inconnus? Le consentement n'est souvent qu'un marché de dupes, une rhétorique fallacieuse, dit Chamaillou. Des condamnés à mort négociant leurs cadavres aux salariés de l'expérimentation, signant un protocole pour gagner leur vie en l'exposant au risque de l'expérience, une même ligne se prolonge, dessinée par Karl Marx, qui précisément reconnut dans l'ancienne figure des corps vils l'image du prolétariat exploité. Le sophisme de la neutralité scientifique.
Outre cette référence constante, l'étude de Chamaillou se situe à l'évidence dans le sillage des travaux de Michel Foucault. L'évocation de ces hommes infâmes y fait penser fortement. Cependant, il s'en distingue par plusieurs traits non négligeables. Michel Foucault a déjà fait l'étude de ce sujet, en fait, préalablement à Grégoire Chamaillou. Tandis que Foucault cherchait surtout à marquer les points de rupture dans la conception générale des modèles épistémologiques, c'est-à-dire à étudier l'évolution de la méthode scientifique historique, Chamaillou, plus fidèle au modèle marxiste, retrace les continuités. Il voit un lien entre les débuts de ces expérimentations et les différentes formes qu'elle a pris au fil des décennies, au fil des siècles, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. L'exploitation est la loi de l'histoire. Pour Chamaillou, c'est le fil rouge. L'évolution de la médecine expérimentale n'a nullement effacé les collusions souterraines entre savants et politiques, elles ont au contraire perduré et ont été renouvelées et même renforcées par l'évolution des techniques. Donc je rappelle que nous sommes en 2008 au moment où ce texte a été écrit. Donc aujourd'hui, on connaît l'évolution qu'a pris l'expérimentation et l'évolution qu'a connu aussi le principe de consentement à l'expérimentation en 2022. D'autre part, tandis que Foucault s'adonne à une archéologie pour ainsi dire inconsciente, Chamaillou donne la part belle aux individus et à leur capacité de résistance. Ce sont donc essentiellement les crises du biopouvoir qu'il met en évidence. Le biopouvoir est un terme de Michel Foucault qu'on a étudié, qu'on a vu dans d'autres vidéos qui sont sur cette chaîne. Nul déterminisme historique n'écrase les individus. Il n'y a pas de position unique de la médecine qui s'engagerait en tant que telle de façon homogène et définitive. Les médecins aussi sont traversés par des divergences et des conflits, chose que nous avons aussi vécue en direct ces dernières années. Au conflit opposant Diderot à d'Alembert sur la légitimité de l'inoculation de masse répond au XIXe siècle l'opposition entre médecins sans scrupules qui considèrent le monde ouvrier comme un vaste terrain d'expérimentation gracieusement offert par la société et ceux qui jugent au contraire de leur devoir d'intervenir, tel le docteur Delpech, auteur en 1863 d'un mémoire sur les maladies des ouvriers de l'industrie du caoutchouc, réclamant la mise en place d'une réglementation sur l'hygiène publique. Ici, je saute un passage où l'auteur de ce texte, Ariel Souhami, a une critique à apporter à Grégoire Chamaillou sur sa compréhension de Platon. Vous pouvez la trouver dans le texte, avec le lien que je mets dans la description. Mais je saute ce passage un peu expert pour les philosophes, on va dire. Je continue la lecture. La médecine est-elle coupable de s'être faite complice des circonstances sociales de la domination, ou a-t-elle organisé elle-même cette domination ? En fait, il nous semble que la majeure partie des exemples mobilisés par l'auteur vont plutôt dans le premier sens. Ce que poursuit principalement Chamaillou, ce sont les discours sophistiques destinés à justifier l'usage des corps vils, donc les pauvres en fait, qui n'émanent d'ailleurs pas toujours des savants eux-mêmes, mais souvent des philosophes, notamment des philosophes des Lumières. Diderot au premier chef, puis des utilitaristes, Bentham, Mill, expliquant que la soumission des criminels est la meilleure façon pour le criminel ou le pauvre de payer sa dette à la société. On a donc des philosophes qui vont justifier en fait les pratiques des savants. Diderot se voit donc accusé par Chamaillou de pratiquer un usage rhétorique du mot humanité, arguant que le criminel se serait mis hors de l'humanité, alors que l'expérimentateur, en dépit de sa cruauté, travaillerait
au bien de l'humanité. Et les partisans de l'inoculation de maladies vénériennes arguaient que les prostituées prises pour cobayes s'exposaient elles-mêmes à ces maladies et seraient donc coupables de paralogisme, c'est-à-dire un discours faux mais qui serait de bonne foi. Donc on a, là je fais mon commentaire personnel, je récapitule un peu. En fait, on a la question, c'est de savoir est-ce que ce sont les savants eux-mêmes qui ont développé cette idéologie, ce masque en fait d'agir pour l'autre par altruisme. Est-ce que c'est leur pratique qui a contribué à ça, ou est-ce qu'il y a un fond philosophique derrière, et ce fond philosophique politique qui serait de dire qu'il existe par nature de toute façon des corps avilis et qui pourraient trouver une forme de rédemption en fait dans leur don, dans le don de leur corps à la science en fait. Le principal sophisme que dénonce tout l'ouvrage de Chamaillou tourne autour de la notion d'humanité, prise par les tenants de l'expérimentation humaine comme une entité abstraite, c'est-à-dire l'ensemble des hommes vu du point de vue du progrès, de l'avenir, au regard duquel l'individu, surtout s'il est criminel, ne compte pas. Donc, en prenant cette notion d'humanité dans un sens abstrait, sans visage en fait, il y a une manière qui permet d'occulter la réalité actuelle et sociale et ses rapports de domination. Chamaillou nous dit « Ma thèse est qu'en philosophie éthique, l'abstraction et l'indétermination du sujet sont mises au service d'une invisibilisation des rapports sociaux. » On aura reconnu la thèse marxiste ici renforcée par Kant, c'est-à-dire la logique du sacrifice de quelques-uns pour sauver le plus grand nombre, qui n'est qu'imposture et pharisianisme. Donc, j'ajoute, on est dans une logique antique et religieuse du sacrifice, où on en sacrifie quelques-uns pour sauver un plus grand nombre. En projetant le sophisme sur la science médicale elle-même, Chamaillou tente à nous dire qu'elle ne saurait soigner l'homme qu'en excluant et massacrant son semblable, préalablement noirci et avili. On l'a bien chargé de tous les maux afin de justifier en fait ses expérimentations. Et que la science est, sinon par essence, du moins par destin, discriminatoire et criminel. Ce sophisme est aussi une faute morale, donc voire un crime contre l'humanité. Acquisition et production des corps vils. Ainsi, la technologie d'acquisition se confond avec une technologie d'avilissement, il faut avilir pour justifier, qui est elle-même une technique de production de l'être vil, à la fois exemplaire d'humanité et exclue de l'humanité, dont la classe dominante pourra sans scrupule faire l'usage qui lui convient. Au lieu de s'interroger sur l'homme en général, a-t-on le droit de faire des expériences sur l'homme? Chamaillou montre que la question de l'expérimentation a toujours été posée sur des catégories spécifiques d'hommes. C'est-à-dire, on s'est libéré, en tout cas, on s'est débarrassé de la question de a-t-on le droit de faire des expériences sur l'homme? On a remplacé cette question-là par sur quels hommes peut-on expérimenter? C'est ici que la médecine est prise par Chamaillou en flagrant délit de sophisme. Les corps vils ne sauraient, du propre aveu des savants, exister en nature s'ils peuvent faire l'objet d'expérimentation. Donc par cette pratique même, on répond à la question, on exclut de l'humanité les personnes sur lesquelles on va expérimenter. La conclusion, c'est donc que les corps vils ne sont vils que parce qu'ils ont été avilis, ils ont été produits comme tels par un discours.
Il y a donc bel et bien de la part des médecins qui tirent parti de cet avilissement une hypocrisie objective. Égaux selon la nature, puisque ce sont des exemplaires humains qui sont aptes à servir d'exemple, mais inégaux selon la société. Là se niche la contradiction, le sophisme constant qui nourrit l'indignation de l'auteur Grégoire Chamaillou, historien et moraliste, comme s'il voulait à son tour vilipender les exploiteurs de corps vils, avec raison selon moi. Mais peut-on dire pour autant que les savants ont eux-mêmes en tant que tels produit cet avilissement et que la neutralité scientifique n'est qu'un masque? Ça, c'est la question que pose Souami. La science moderne est-elle structurellement criminelle, intrinsèquement criminelle, criminelle par nature? Ces questions restent indéterminées, comme reste indéterminé pour l'auteur le cours de l'histoire qui n'est jamais fait que par des individus. Difficile de dire, en fin de compte, s'il s'agit ici de prononcer sur l'histoire un jugement moral, c'est-à-dire le médecin-chercheur doit toujours traiter son patient comme une fin et jamais seulement comme un moyen, ce qui semblerait évident, ou de montrer comment la loi morale elle-même entre en crise dès que mise en pratique par l'âge du progrès, l'universalisation s'avérant contradictoire dans les faits, ou ne rencontrant le succès que là où Kant l'avait prohibé, c'est-à-dire dans la politique de vaccination. Ce qui demeure et donne à cet ouvrage historique, l'ouvrage de Grégoire Chamaillou, une brûlante actualité, c'est la question de la dérive dont la médecine, en passant du statut d'art à celui de science, et donc en devenant science, elle devient par là intimement liée au pouvoir politique, se voit perpétuellement tentée non plus de connaître pour soigner, mais de léser pour connaître. La science n'est-elle pas soumise à cette tentation depuis que Bacon, le philosophe Francis Bacon, philosophe des Lumières, anglais, a déclaré que les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la torture des expériences que lorsqu'ils suivent leur cours naturel. Parce que la base, petit commentaire de ma part, la base de la méthode scientifique qui a été posée donc à cette période par Francis Bacon plaide pour l'expérimentation. Et l'expérimentation, c'est une sorte de mise en scène de la nature dans une petite boîte, dans un laboratoire. Et on passe du fait d'observer la nature en mouvement, la nature en vie, à l'état d'observateur, à l'état de provocateur. Quand on fait une expérience, on provoque les événements qu'on souhaite observer. Et c'est les débuts de la science moderne, en fait, on pourrait les réduire, en fait, à cette méthode expérimentale. Je reprends la lecture. Dans quelle mesure la neutralité scientifique, sa mise entre parenthèses, ou pour parler le langage d'aujourd'hui, son externalisation de ce qui peut la gêner, est-elle criminelle ou complice du crime? Et quel malade enfin ne s'est senti corps vil sous l'œil froidement bienveillant paternaliste du médecin? Les corps vils, le livre de Chamaillou, par son érudition foisonnante et la finesse de ses analyses, touche à la fois à l'histoire et à la morale, et c'est pourquoi la lecture, même si elle laisse parfois perplexe, en est palpitante. Par la matière même des expériences mentionnées, notamment sur l'électricité, l'ouvrage fait songer aux sombres méditations de Mary Shelley sur la tentation prométhéenne de la science moderne de fabriquer un homme nouveau et pur à partir du corps supplicié, sacrifié des criminels et autres réprouvés de la société. Pour en sauver d'autres, ce processus-là même devrait nous alerter sur le côté malfaisant, en fait, de certains produits qui sont aujourd'hui commercialisés à grande échelle et qu'on nous présente dans cette idéologie scientiste comme le bien, le vrai, l'objectivité pure. Attention à voir sous le masque de cette science qui se présente
comme neutre, objective et bienveillante. Voilà, donc je vous laisse à vos réflexions, on se retrouve dans les commentaires, je vous dis à bientôt. Alors moi, ça m'inspire beaucoup de choses par rapport à ce que nous vivons actuellement, évidemment, je pense que ça ne manquera pas de vous inspirer aussi, et je vous retrouve dans les commentaires pour ça. Mais ce qu'on pourrait dire pour résumer, c'est que le corps humain et le corps humain des pauvres, en fait, hein, des gens qui n'ont pas d'importance sociale. Au début, c'était les condamnés à mort, puis c'était les détenus, puis c'était les enfants dans les orphelinats qui n'avaient pas de parents. Aujourd'hui, ce sont les bébés, ce sont les fœtus aussi. Donc tout ça a connu une évolution lente du condamné à mort au fœtus qui mériterait d'être soulevé aussi dans cette société où on met l'éthique au centre des processus de production, où on va s'alarmer de l'expérimentation animale, mais on va trouver tout à fait normal de faire des mêmes expérimentations parfois mortelles sur des êtres humains vulnérables en fait. Donc il y a cette question-là qui est très importante. Et la question plus métaphysique, on va dire, plus philosophique, de savoir est-ce que la science, est-ce que la recherche du savoir justifie des sacrifices humains, justifie des mises à mort, justifie qu'on rende malade des personnes saines? Est-ce que à l'intérieur même de cette méthode de recherche scientifique qui fait du corps un objet inférieur à la cause suprême de la connaissance, est-ce que ce serait pas finalement cette méthode scientifique elle-même qu'il faudrait remettre en question dans son bien fondé, dans sa morale, dans ses buts? En utilisant de si mauvais moyens, peut-on finalement arriver à de bonnes fins? Moi, je ne le crois pas. Et je pense que la fin qui est promise, en fait, à cette longue évolution de la méthode scientifique d'expérimentation humaine, on va dire l'horizon qui est derrière, c'est le transhumanisme. Le principal problème sur lequel nous allons bientôt, je crois, tous devoir nous pencher et trouver des moyens de lutte et de résistance à notre échelle. Donc, je vous retrouve bientôt là dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et je vous dis à bientôt. Salut!